L'actualité politique et institutionnelle. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le député de la première circonscription. Oui, Nicolas Metzorf, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va évidemment évoquer l'actualité politique en Calédonie, mais aussi l'actualité politique nationale, puisque depuis cette nuit, il y a un nouveau gouvernement nommé par François Bayrou. Plusieurs postes sont intéressants et sont scrutés forcément du côté calédonien, notamment le poste de ministre des Outre-mer qui est attribué à Manuel Valls. Vous avez déjà réagi pour vous féliciter de cette nomination à Déjà me féliciter qu'il y ait un gouvernement, parce qu'on avait besoin d'un gouvernement national pour reprendre les discussions sur le budget de l'État qui concerne la Nouvelle-Calédonie notamment, et puis pour avoir des interlocuteurs sur l'avenir institutionnel pour reprendre les négociations. Donc on a enfin un gouvernement. La déclaration de politique générale est prévue le 14 janvier à l'Assemblée nationale. Donc on va reprendre le dossier calédonien avec vigueur et détermination à partir du mois de janvier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, il y a Emmanuel Valls. Bon, Emmanuel Valls, il connaît la Nouvelle-Calédonie, comme vous l'avez rappelé dans votre journal. Et ça, c'est déjà une bonne chose parce que ça nous évite de répéter les choses. Ça nous évite de réexpliquer. Ça nous évite d'avoir un voyage d'information où il vient écouter, où il vient découvrir. Non, on a quelqu'un qui connaît les acteurs, qui connaît le dossier, qui connaît les problématiques. Ensuite, Emmanuel Valls, c'est Emmanuel Valls. C'est un socialiste, mais j'ai envie de dire, c'est un socialiste un peu de droite, parce qu'il est très dur sur les questions régaliennes. Il est très dur sur les questions d'immigration. Sur la Nouvelle-Calédonie, il a déjà dit qu'il préférait la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Il a sauvé la SLN, et il faut le rappeler, à un moment où il a débloqué 26 milliards pour sauver l'usine. Donc il est quand même dans de bonnes dispositions pour la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, il avait été critique sur le président de la République suite au dégel du corps électoral, mais du coup, il se retrouve dans le gouvernement du président de la République. Bon. On va dire que c'est quand même globalement une bonne chose. Après, il faut attendre de voir, évidemment. Comme Alors, si Manuel Valls a été placé au ministère des Affaires des Outre-mer, c'est qu'on imagine qu'il va prendre le dossier calédonien en main, peut-être plus que le Premier ministre. Je sais pas comment ils se sont organisés entre eux jusqu'ici sur cette question, parce que Emmanuel Valls disait lui-même d'ailleurs dans le rapport d'information sur la Nouvelle-Calédonie qu'il fallait que le dossier soit traité par Matignon. Donc ça serait drôle qu'aujourd'hui Emmanuel Valls se dise non, finalement c'est moi qui vais le gérer. Je sais que François Bayrou, qui a nommé comme conseiller politique Éric Thiers, qui faisait partie des 3 missionnaires, veut s'occuper aussi du dossier. Donc je ne sais pas comment ils vont s'organiser entre eux. Bon, après, nous, on s'adaptera, évidemment. Manuel Valls connaît bien le dossier calédonien. C'est le cas aussi de Gérald Darmanin, de Sébastien Lecornu, qui sont toujours au gouvernement, même s'ils sont des postes qui n'intéressent pas directement le dossier calédonien. Ça reste quand même un atout d'avoir au sein du gouvernement des gens qui connaissent la réalité calédonienne. Moi, je trouve qu'aujourd'hui... alors moi, je suis de droite. J'aurais espéré que ce gouvernement soit plus à droite. Je suis d'ailleurs très heureux de retrouver quelqu'un comme Bruno Retailleau à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'on va dire qu'il y a des personnalités fortes qui connaissent la Nouvelle-Calédonie. Sébastien Lecornu, vous l'avez dit, Gérald Darmanin, François Bayrou qui connaît la Nouvelle-Calédonie quand même, Emmanuel Valls. Donc c'est vrai que ça va faciliter les choses. Alors Elisabeth Borne, c'est vrai qu'elle elle était première ministre il n'y a pas longtemps et donc avait suivi le dossier, mais elle n'est jamais venue sur le territoire, donc un petit peu en retrait. L'autre poste forcément à surveiller de près, c'est Bercy, puisqu'on sait que la Calédonie a des contentieux, j'allais dire, ou on compte sur Bercy pour l'aider à sortir de cette crise. Éric Lombard est un banquier qui a dirigé la Caisse des dépôts et consignations. Vous ne le connaissez pas, j'imagine, nécessairement. Vous allez le rencontrer rapidement ? Oui, je ne connais pas personnellement, mais on connaît le monsieur parce qu'il était directeur de la Caisse des dépôts et consignations qui agit en Nouvelle-Calédonie et qui finance énormément de projets en Nouvelle-Calédonie. Donc je pense qu'il a une maîtrise au moins du financement et du système, on va dire, financier néo-calédonien. Ensuite, évidemment qu'il va falloir aller le voir parce que celui qui tient les cordons de la bourse, il faut toujours être bien copain avec lui. Ça, c'est important. Alors, on en est où, justement ? Parce qu'on sait qu'il y a ces 27 milliards qui doivent être débloqués pour la Calédonie, qui doivent être accompagnés d'un certain nombre de réformes, dont certaines ont été votées hier pour commencer au Congrès. Est-ce que, selon vous, les choses se déroulent normalement dans ce processus et dans cette incertitude politique qui existe à la fois en Calédonie et en métropole ? Je ne sais pas si on peut utiliser l'adverbe normalement pour la Nouvelle-Calédonie en ce moment, mais ce qui est sûr, c'est que les choses se déroulent comme elles avaient prévu de se dérouler. C'est-à-dire que les 27 milliards étaient conditionnés à le vote de la DM6 qui a été voté, à un plan de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie qui est le plan S2R. Les 27 milliards vont être versés, évidemment. La question aujourd'hui, c'est... quelles réformes nous on veut faire pour la Nouvelle-Calédonie, parce que l'État nous demande de faire des réformes. Il y a 2 écoles. Il y a une école qui dit qu'il faut augmenter la fiscalité, parce que les Calédoniens ne payent pas assez d'impôts. Ça, ce n'est pas notre école, vous l'avez compris.
Et il y a une deuxième école qui dit, et c'est la nôtre, faut diminuer les dépenses publiques. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas demander aux Calédoniens qui n'ont plus d'argent de payer plus d'impôts ou de taxes. C'est pas possible. Et donc, c'est pour ça que hier, on a voté, par exemple, le jour de carence dans la fonction publique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus être un territoire providence, entre guillemets, comme nous l'avons été. On ne peut plus financer autant de dispositifs publics, de politiques publiques qu'on avait auparavant. Vous savez, je l'ai rappelé hier, mais en Calédonie, avant le 13 mai, 25% de la population active dépendait de la fonction publique, fonctionnaires et contractuels. Après le 13 mai, avec le chômage qui a été créé, c'est certainement un tiers de la population active qui dépend de la fonction publique. Si demain les usines venaient définitivement à fermer, si demain on touchait plus le chômage partiel et que les salariés basculaient dans le chômage de droit commun, ça serait certainement quasiment presque la moitié de la population active qui dépendrait de la fonction publique. Aucun pays ne peut financer ça. Aucun pays ne peut financer ça. Donc nous, on dit d'abord réduire la voilure plutôt que d'augmenter les impôts. Alors là, le jour de carence est estimé entre 500 et 700 millions d'économies par an. C'est pas grand-chose non plus. Alors, on voit bien qu'en fait, il faut changer de logiciel totalement parce que même des mesures comme ça, enfin, 500 millions, c'est pas une petite somme, mais c'est pas suffisant face à la montagne qu'on a devant nous. Et donc, en Nouvelle-Calédonie, il va falloir revoir tout le logiciel. On doit remettre ce que je dis souvent, l'entreprise, c'est-à-dire le chef d'entreprise et ses salariés au cœur de l'économie calédonienne. Parce qu'on a souvent oublié quelque chose. Quand on a trop d'argent, parfois on oublie comment on fonctionne. C'est l'entreprise privée qui paye les impôts, qui sert à financer les finances publiques. Et donc si on ne remet pas l'entreprise, le chef et ses salariés au cœur de la vie calédonienne, on ne pourra plus financer notre santé, notre éducation, et on continuera d'aller quémander à l'État, qui aujourd'hui fait face à des difficultés sans nom, avec un taux d'endettement très élevé, et avec Mayotte qui va lui coûter cher, les retraites qui lui coûtent déjà cher, etc. Un mot sur le dispositif concernant le chômage partiel qui a été prolongé en Calédonie par le biais d'un véhicule parlementaire, une loi sur la francophonie. Ça aussi, c'était nécessaire et indispensable, mais jusqu'à quand on va pouvoir tenir et fonctionner comme ça ? Le problème, c'est que, on veut tous prolonger le chômage partiel, mais on ne peut pas le financer. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a la compétence pour dire on va prolonger le dispositif de chômage partiel, mais on n'a pas les sous pour le financer. Et donc, il faut, là encore, et c'est une bonne chose que le gouvernement soit nommé, il faut dire on a prolongé le chômage partiel jusqu'à mi-2025. Par contre, s'il vous plaît, il faut le financer. Parce que, par contre, si l'État ne finance pas le chômage partiel qu'on a prolongé, ça reste qu'une décision politique sans conséquence. Nicolas Metzdorf, ces discussions hier au Congrès, on ne va pas dire que c'était une mise en bouche, mais quasiment avant le texte très attendu sur la réforme de la TGC. C'est jeudi que les élus vont se retourner pour ça. Il va être adopté, ce texte. Il y a nécessité de l'adopter ? Ça dépend de ce qu'on en fait de la TGC. Si c'est pour augmenter les taux, etc., non. Je pense qu'on peut faire différemment. Il y a des exonérations qu'on peut peut-être revoir. Il y a d'autres dispositifs, les seuils qu'on peut peut-être revoir. Mais nous, on est fondamentalement, on est des libéraux, on est des gens de droite. On est contre l'augmentation de la fiscalité dans un pays, a fortiori, en crise. Donc, ça va être des débats houleux, je pense, tendus. Mais nécessaire. Et donc on verra bien comment on en sortira. Alors à propos de tensions, on sait qu'il existe aujourd'hui des tensions entre le gouvernement et le Congrès. On entend même dire assez régulièrement que certains auraient des velléités de faire tomber le gouvernement assez rapidement. Est-ce que ces tensions qu'on sent, qu'on perçoit, elles pénalisent aussi les choses, elles empêchent la Calédonie d'avancer comme elle devrait ? Est-ce que c'est plutôt une bonne chose, ces tensions politiques, ou est-ce que ça ralentit les processus ? Non, ça ralentit forcément les choses. Je note, oui, qu'il y a une fracture entre le gouvernement et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça va aller jusqu'à la chute du gouvernement ? Je ne sais pas. Je pense qu'à l'heure où la France stabilise son gouvernement, nous, on n'a pas besoin de rentrer dans une phase d'instabilité. Après, pour rien vous cacher, si le gouvernement venait à tomber, nous, les non-indépendantistes, et notamment les loyalistes, avec le Rassemblement, on revendiquerait sa présidence. Parce que ça voudrait dire qu'on arrive à la fin d'un cycle avec les indépendantistes à la présidence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et que nous, justement, pour faire le travail, pour engager les négociations avec l'État, pour mener les réformes, on serait en capacité de reprendre les rênes du gouvernement. Mais vous pensez que ces tensions entre le gouvernement et le Congrès viennent justement des couleurs politiques ? Non, je ne pense pas, parce que c'est des tensions qui apparaissent dans une majorité qui était citée jusque-là comme océanienne, puisque c'est surtout entre l'éveil océanien et l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie qui a des tensions aujourd'hui. Et c'était une ancienne majorité. Aujourd'hui, les choses évoluent. Donc,
Je pense que je ne saurais pas l'expliquer vraiment. Je crois que c'est des différences d'approche sur la gestion de la crise qui font que les tensions sont là. Après, comme je vous dis, moi je ne suis pas là pour commenter ce que font les autres. Nous, on est là pour dire, nous les non-indépendantistes, on est là pour dire, nous, ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire. Donc nous, on revendique la présidence du gouvernement aujourd'hui. Si le gouvernement est à tomber, s'il ne tombe pas, tant mieux. Mais s'il vient à tomber, nous, on a des gens à proposer. Alors, il y a quelques jours, les groupes politiques ont annoncé un calendrier de discussion sur l'avenir institutionnel, des discussions du 15 décembre au 15 janvier entre partenaires calédoniens, avant des discussions avec l'État ensuite jusqu'à fin mars pour trouver un accord d'ici là, parce qu'on sait que pour que les élections provinciales aient lieu dans de bonnes conditions en novembre 2025, il faudrait qu'un accord soit trouvé assez rapidement. Est-ce que ce calendrier est tenable? Les discussions n'ont toujours pas commencé. Est-ce que c'était la bonne porte d'entrée que de le faire avec le président du Sénat et de l'Assemblée nationale? La nature a horreur du vide. Donc, faute de gouvernement national, les Calédoniens ont pris des initiatives avec ceux qui étaient en place au niveau de l'État, que sont les 2 présidents des chambres parlementaires, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet. Maintenant qu'on a retrouvé un gouvernement de plein exercice, avec un Premier ministre, avec un ministre des Outre-mer, avec des personnalités politiques fortes, je pense que le dossier va se recentrer au niveau du gouvernement national. Et que les discussions qui devraient débuter, j'imagine, les négociations qui devraient débuter après le congrès du FLNKS vont se dérouler sous la houlette du gouvernement de la République. Directement? Je pense, oui. Et c'est une bonne chose selon vous? Ça permettra de tenir le timing? Jusqu'ici, la bonne chose, c'est que ça amène du concret. Nous, fondamentalement, que ça soit Matignon, Oudinot, Beauvau, le Sénat ou l'Assemblée nationale, peu nous importe tant que le dossier avance. Cela dit, historiquement, c'est toujours Matignon, Beauvau avec Gérald Darmanin qui ont mené le tempo des négociations politiques. Donc il faut espérer que ce gouvernement tienne suffisamment longtemps aussi. Parce que c'est pas dire qu'il y a un nouveau gouvernement qui ne va pas retomber 3 mois plus tard parce que le Rassemblement national et la gauche s'allieront pour le faire tomber. Il n'y aurait rien de pire que ça, que l'instabilité en métropole. Donc on a besoin d'avoir au moins un gouvernement national qui tienne sur l'année 2025 pour qu'on aille au bout des choses en Nouvelle-Calédonie. Un mot peut-être quand même sur les indépendantistes qui ont dit oui à ce calendrier et puis qui après ont fait non pas marche en arrière mais qui ont mis quelques bémols, on va dire, sur la méthode et le calendrier. Ça quand même, je pense que maintenant on est rodé. On commence à les connaître. Oui, et puis finalement non, et puis non, et puis finalement oui. Donc j'espère que le congrès du FLNKS va clarifier les choses aussi. Et que l'UNI de son côté va clarifier sa ligne aussi. Est-ce que l'UC et l'UNI avancent séparés? Est-ce qu'ils se rejoignent? Est-ce que nous, on a besoin aussi d'avoir des interlocuteurs en face qui soient solides dans leurs engagements? Parce qu'aujourd'hui, en fait, mais depuis 2021, c'est ça le problème en vrai. Le problème en vrai, c'est qu'on a des gens en face qui tiennent pas leur engagement dans la négociation. Et c'est pas méchant de le dire, mais pardon, c'est la réalité. Donc nous, on a besoin, pour que ça fonctionne, d'avoir un État stable, donc d'avoir un gouvernement qui bouge pas en 2025, et des indépendantistes qui disent oui, oui ou non, non, mais au moins qu'on stabilise les choses. Donc là encore, ça a été la démonstration. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'arrivée de Emmanuel Chibao à la présidence de l'UC qui a besoin d'un calage au sein de l'Union calédonienne? Est-ce que le fait que l'UNI qui quitte le FLNKS, mais qui essaye de garder des bons contacts, ça met un peu de trouble dans l'affaire? Je ne sais pas. En tout cas, nous, ce qu'il y a de bien chez les non-indépendantistes, parce qu'il faut aussi qu'on parle de nous, c'est que nous, on est calés. Nous, on est calés, il y a une solidité, il y a une vraie unité, au sein des loyalistes notamment, avec Sonia Baquès, Gilles Brial, moi-même, Philippe Blaise, tous ceux qui nous accompagnent, et avec le rassemblement d'Alcide Ponga, on travaille bien. Donc, on n'a jamais été aussi solide, finalement, nous, dans notre cohérence politique et dans notre unité politique. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, les Calédoniens peuvent être rassurés sur le fait que nous, on est en ordre de marche pour 2025. C'est un jour de fête aujourd'hui, Nicolas Metzor. Ce soir, c'est Noël, c'est le 24 décembre. Une fête qui aura une tonalité peut-être un peu particulière cette année en Nouvelle-Calédonie. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets, vous le savez, d'autres qui souffrent de la situation économique. Pourtant, c'est une occasion quand même de faire la fête, voire d'oublier un petit peu la réalité des choses. Oui, c'est le moment de l'année où on a le droit d'être heureux. Voilà. Donc moi, ce que je souhaite aux Calédoniens, c'est que le temps des fêtes, ils se mettent dans une bulle familiale, amicale, et que finalement, ils retrouvent le bonheur. On a traversé une année difficile, on traverse une époque difficile de manière générale,
mais c'est ces moments qui font qu'on on se regonfle un peu, on reprend un peu d'énergie et puis on va aborder 2025 avec optimisme, sans naïveté bien sûr, mais avec optimisme, avec détermination sur le fait que notre Nouvelle-Calédonie, elle est toujours là, qu'on est là pour la construire, pour la bâtir et qu'on ne laissera pas ceux qui veulent la détruire gagner. Et on le fera avec, je pense, avec conviction et détermination. Mais en attendant, retrouvez vos familles, vos parents, vos enfants, vos cousins, vos frères, vos sœurs, vos amis pour ceux qui n'ont pas de famille, et puis passez de bons moments. Faites attention par contre, on sait que c'est toujours un moment propice aux accidents. On ne prend pas le volant après avoir consommé de l'alcool, évidemment. On reste en sécurité et on passe des bons moments. Voilà, que la fête ne tue pas la fête, comme on a l'habitude de dire. Exactement. Merci beaucoup, Nicolas Metzor, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bon réveillon à tous et bonne fête à RRB aussi. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Merci.